vous êtes chercheur au CEVIPOF. Vos travaux d'ailleurs de recherche portent sur ces questions de politique et de violence aussi qu'il peut y avoir en politique. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, avait appelé à interdire cette manifestation. Il y voyait un risque de débordement. Le ministre de l'Intérieur a finalement autorisé cette marche. Qu'est-ce que ça dit, ça, du contexte politique avant même la tenue de ce défilé ? Écoutez, je ne connais pas forcément les détails de cette manifestation et la proposition de l'interdire en particulier, mais ce que ça montre, c'est un peu la tension entre le besoin pour la démocratie de limiter la violence, le risque d'effusion dans les rues, etc., et en même temps la défense de la liberté d'expression. Et un gros problème auquel on est tous confrontés en politique dès qu'on est partisan, c'est que soi-même on pense qu'on a la morale et la justice et la légitimité de son côté, et on va avoir tendance à dire le camp d'en face avec lequel on n'est pas d'accord, eux, il n'est pas légitime qu'ils exercent leur liberté d'expression, mais nous, il est légitime que nous exercions la nôtre. Et chacun voit un peu midi à sa porte et veut restreindre la liberté d'expression du camp d'en face tout en voulant jouir un peu de la sienne. Donc dans tous les cas, d'après votre point de vue à vue, au nom de la liberté d'expression, ça a été l'argument en tout cas invoqué par le ministre de l'Intérieur, cette marche pouvait être organisée. Alors, je n'énonce pas de jugement du tout sur ce cas particulier, mais ce que je peux dire, c'est qu'une démocratie qui fonctionne bien, elle essaie de trouver un peu un point d'équilibre entre l'exercice de la liberté d'expression et d'autres valeurs ou d'autres utilités tout aussi importantes, comme le maintien de la paix, le respect de l'intégrité des personnes, etc. Je pense qu'il est déraisonnable d'espérer que la liberté d'expression soit infinie et totalement dérégulée, et à contrario, il faut aussi quand même la défendre contre des risques de dérive autoritaire ou de censure. Il y a plusieurs mouvances d'extrême droite, de groupuscules néo-nazis aussi, en France et à l'étranger, qui ont prévu de se rassembler aujourd'hui à Lyon, qui sont sur place. Alors certains sont arrivés aussi visage masqué. On sait que les organisations comme celle que je viens d'évoquer n'ont pas bâti leurs actions de manière pacifique. Ça, c'est une réalité. La violence politique et le passage à la radicalité est un peu... malheureusement une constante même dans les sociétés assez largement pacifiées qui sont les nôtres. Alors j'aurais quand même un petit peu envie de nuancer ou de prendre un peu de perspective de hauteur par rapport au contexte de commentariat médiatique très actif qu'on est en train de faire en ce moment sur les violences politiques en France, à Lyon, etc. Globalement, en termes de tendance historique, la France est un pays qui fonctionne plutôt bien, assez pacifique. On a un petit regain, un petit uptick de la violence politique depuis... à peu près 10 ans, et en particulier depuis 2022, mais en termes de grande tendance, la France est moins violente politiquement que l'époque de la guerre d'Algérie, les années de plomb, les années 70, l'entre-deux-guerres, etc. Et si on prend l'ensemble de l'histoire de l'humanité, la France est une société extraordinairement pacifiée, dans lesquels les rapports sociaux sont globalement très pacifiés. Avec une exception lyonnaise tout de même, on a parlé de contexte particulier pour Lyon. En quoi cette ville est spécifique ? On sait que les groupuscules d'extrême droite, ils sont clairement implantés. Donc qu'est-ce qui fait la spécificité de cette ville-là ? Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas sociologue, des mouvances politiques de Lyon. Je suis plutôt psychologue social et politiste, un peu des mécanismes de la polarisation. Je ne connais pas assez bien la cartographie politique électorale de Lyon. Manifestement, il y a un ancrage assez solide de l'extrême droite et aussi de l'extrême gauche, des ultras des deux côtés là-bas. Qu'est-ce qui a précédé l'autre ? Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Et ça, vous le savez, alors d'autres, en tout cas experts, ont expliqué que c'est parce que l'extrême droite était implantée à Lyon que des groupuscules d'ultra-gauche ont été créés pour pouvoir se défendre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été, sur lequel vous avez concentré vos travaux et vous pouvez répondre à ça ? Alors, je pense que ce genre de commentaires est à la fois justifié et en même temps à prendre avec des pincettes, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est vrai que traditionnellement, l'extrême droite a une plus forte culture de la glorification de la violence, de l'acceptation de la violence que l'extrême gauche. On a les travaux d'Isabelle Sommier et ses collègues sur la période 1986-2021, je crois, qui montre que l'extrême droite commet à peu près 90%, est la cause de à peu près 90% des morts de cause idéologique en France. Je vais compléter votre propos parce que j'ai ces chiffres justement sous les yeux. Vous citiez la chercheuse Isabelle Sommier. Entre 1986 et 2021, sur 53 meurtres à caractère idéologique, 9 sur 10 étaient le fait de l'extrême droite. C'est chiffré. Donc ça, c'est une réalité statistique et historique qu'il faut bien rappeler. Maintenant, il serait naïf aussi de laisser les membres de l'ultra-gauche, on va dire, se donner un peu la satisfaction de juste dire notre violence est réactive. C'est plus compliqué que ça. Que c'est de l'autodéfense. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Ça peut être vrai dans certains cas, mais aussi longtemps qu'on choisit d'avoir une rhétorique très offensive, très déshumanisante de ses ennemis politiques, aussi longtemps qu'on arrive potentiellement préparé, armé, entraîné sur un théâtre où il risque d'y avoir une confrontation,
qu'on le veuille ou non, malheureusement, on donne des raisons au camp d'en face de potentiellement passer à l'acte. Et ça, c'est un mécanisme qui est un peu contre-intuitif, mais très important. Il y a une sorte d'escalade de cycle de la violence qu'il faut essayer de déconstruire en ne donnant pas des raisons au camp d'en face d'avoir peur et du coup de choisir la violence en premier lieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais alors qu'est-ce qui fait vous donniez tout à l'heure un indicateur de temps, vous parliez d'une dizaine d'années, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne se combat plus à travers des idées, mais qu'on en vienne aux mains, qu'on en vienne à la violence et qu'on se mette à battre à mort un jeune homme dans une rue ? Je pense qu'il faut éviter tout catastrophisme. La plupart des gens sont tout à fait confortables avec l'idée de voter et de participer à la démocratie selon les voies traditionnelles. Mais on a, c'est vrai, chez une population de jeunes hommes, jeunes, entre 17 et 25 ans en général, forte impulsivité, assez grande volonté de prendre des risques physiques, d'en découdre, de se donner un peu une intensité dans sa vie en passant à l'acte et en s'engageant dans des comportements comme ça, collectifs, des violences en réunion. On a ce problème chez les jeunes hommes. Mais ça reste une petite minorité statistique de la population. La plupart des gens condamnent très largement la violence politique et c'est heureux et ça reflète la trajectoire de pacification des mœurs, de progrès moral avec lequel j'ai commencé. Est-ce qu'il y a un lien avéré entre ces groupuscules, ces mouvements qu'on appelle ultra-droite, ultra-gauche, et les classes politiques elles-mêmes, et les formations politiques ? Là, je parle des formations politiques, qu'elles soient à gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ouais. Il y a au moins deux liens possibles. Il y a la question de savoir si c'est les mêmes individus, si c'est le même personnel. Et même dans les cas où c'est pas le même personnel, on peut dire qu'il peut y avoir un lien un peu idéologique ou discursif. C'est-à-dire que si vous êtes un ultra d'extrême droite et que vous vous sentez un peu légitimé, encouragé par une rhétorique venue de l'extrême droite plutôt de parti, ou si vous êtes un ultra d'extrême gauche et que vous vous sentez un peu comme encouragé, légitimé par une rhétorique peut-être très offensive côté LFI, etc., on peut dire qu'il y a une relation causale faible entre le parti et ses ultras, ou les ultras qui s'en réclament, mais c'est pas non plus une relation directe. À aucun moment, le RN ou LFI ont appelé à ce qu'il y ait un tabassage qui menait à mort dans la rue. Donc il faut quand même distinguer et raison garder, je pense. Merci beaucoup Antoine Marie. Merci d'être passé par le plateau de France 24 Merci et merci d'avoir répondu à nos questions.